Bienvenue, Madame Présidente de la Fondation France Fanon, Mireille Fanon-Méndez France, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que l'afrophobie veut dire pour vous et en quoi est-elle différente du racisme? Donc au moment où l'humanité a décidé que, l'Europe d'ailleurs, a décidé qu'il y avait un monde, une humanité, et que l'humanité devait être divisée en deux, entre les gens qui sont blancs, qui se réfèrent à la modernité européenne, et puis tous les autres, et particulièrement les Noirs, etc., on a instauré du racisme qui est fondé sur la mise en place de la politique de la race pour des raisons de division, de hiérarchisation de l'humanité. Alors l'histoire de la colonisation du Non, monde. l'histoire des grandes découvertes, avec la colonisation des territoires qui n'appartenaient pas à l'Europe, et surtout une entreprise énorme qui a fondé d'ailleurs la nature même du capitalisme, la mise en esclavage. Donc à partir de ces moments-là, le racisme a émergé comme étant quelque chose lié à la race, à la couleur donc de la peau. Mais au fil des ans, c'est aussi un peu pour masquer, au fil des siècles même, un peu pour masquer le crime commis contre les Africains, et ce crime de déshumanisation de millions de personnes, on a commencé à agréger d'autres formes de discrimination ou de xénophobie, comme l'antisémitisme, après, dans les temps modernes, la romophobie, l'homophobie, etc. On a agrégé tout ça sous un seul concept, entre guillemets, je dirais, racisme. Question de pouvoir, finalement. C'est une question de décider qu'il y a des gens qui sont des êtres, Oui, les blancs, oui. et puis les autres, des non-êtres. D'accord. Et à l'intérieur de ces deux entités, on a des hiérarchisations. On a le 1% qui a l'argent, qui a le pouvoir, Oui. on a les gouvernements, puis après les chefs d'entreprise, etc., puis tous les autres, y compris des pauvres blancs. Donc cette histoire de manipuler le concept de racisme fait qu'on a rendu invisibles complètement les populations africaines et les populations d'ascendance africaine. En tant qu'experte, quand je suis arrivée à l'ONU, moi je me suis vraiment attelée à cela. D'abord parce qu'il y avait une demande de la société civile qui voulait ou négrophobie ou afrophobie. Négrophobie, ils trouvaient ça trop péjoratif, donc moi je m'en fichais qu'on prenne un mot ou un autre. Le plus important, c'était qu'on donne un nom à ce racisme si particulier qui est le racisme racialisant pour des questions de pigmentation. Et donc le mot afrophobie a émergé et l'ONU l'a adopté. Donc ça me semble très important, même si on dit phobie, etc. Je pense que ça aussi, la discussion sur le mot, sur la partie phobie, c'est encore une question de blanc. On doit changer radicalement, on doit arriver à ce que les afrodescendants, les Africains sont face à ce que j'appelle moi une inégale égalité. Oui. Et on doit arriver à ce que cette égalité soit la même pour tout le monde, partagée. Ce n'est pas une amélioration. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous attendez en fait? Un changement de quoi? Un changement de traitement, bien sûr. Mais dites-moi, quelle est votre vision? Des remises en cause de certains instruments internationaux et nationaux. Par exemple. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et comment est-ce qu'on doit mettre en cause? Il faut une nouvelle Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Si vous regardez, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle vient de deux instruments. La Déclaration d'indépendance des États-Unis, 1777, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, France, 1789, même période. 1777-1789, dans l'un et l'autre pays, vous aviez des milliers de personnes qui étaient mises en esclavage, donc pas considérées comme citoyens. D'accord ? Donc quand on nous parle d'égalité, mais que de facto, on réalise une inégalité fondamentale et fondatrice de votre devenir, de l'humanité que vous représentez, on a exclu. Donc ces deux déclarations, elles sont caduques. Elles sont constitutionnellement inconstitutionnelles. Alors, il faut refaire les déclarations, il faut, adopter une nouvelle déclaration des droits des humains. Non? Des humains, mais avec du coup, ça forcera à repenser la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais pas à l'aune de la modernité eurocentrique, mais à l'aune de la perception
qu'ont les Africains de l'humanité, de l'humain. Qu'est-ce que l'humain pour les Africains? Qu'est-ce que l'humain en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, etc., en Amérique latine? Qu'est-ce que l'humain? Si on veut vraiment arriver à changer les conséquences de ce crime fondamental qu'a organisé l'humanité, il faut à ce moment-là, la conséquence, ce sera qu'à un moment donné, on pourra se dire, bon, eh ben, on pourra, parce qu'on est passé par un stade des réparations, par un stade de réflexion et d'interrogation ontologique et épistémologique, on arrivera à ce moment-là à se dire, bon, ben, alors on a des outils qui ne sont pas tout à fait respectueux ou qui ne reflètent pas exactement ce qu'ils auraient dû refléter. Et c'est ça le changement. C'est pas en faisant des recommandations ou un plan d'action national, comme il y en a déjà, et qui sont totalement inopérants. Le racisme tue depuis des siècles. Combien de morts il y a eu? Si on calcule les morts de la mise en esclavage, les morts de l'apartheid, les morts de la colonisation, les morts des migrants, etc., les morts en Europe, etc., on s'aperçoit, c'est un nombre dévastateur. Regardez, il y a quelques jours, il y a eu le 70e anniversaire de Auschwitz. C'est très bien. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la même intensité pour les crimes commis contre l'humanité et de génocide commis au moment de l'esclavage? Pourquoi on ne dit pas sur ces crimes commis contre l'humanité et de génocide, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas plus jamais ça? Vous voyez bien qu'il y a deux façons de considérer les choses. Mais parce que fondamentalement, dans la tête des gens, les Africains et les Afro-descendants sont des sous-humains. Ça n'est pas des sous-humains parce qu'ils suscitent la peur ou l'exotisme ou la folklorisation, mais on ne les considère pas pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un autre moi-même, un autre vous-même. C'est ça le problème. Et ça ne peut pas se décider à coup de recommandations ou à coup de décisions comme ça. Non, c'est toute une repensée, toute une remise à plat de ce qui a originé cette mise en esclavage massive. Donc si on veut arrêter de faillir et de voir tous ces jeunes mourir ou maltraités, pas trouver de travail à la hauteur de leurs capacités et de leurs diplômes, il va bien falloir un jour qu'on décide de changer de braquet et donc de changer de paradigme. Donc le travail qu'on fait, c'est instiller, ouvrir des portes, des fenêtres, des portes, pour que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une histoire de recommandation ou de jour mémoriel. Non. Un changement de regard. Un changement de regard fondamental, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.